Une demi-heure d'information pour faire le point sur tous les sujets politiques et parlementaires de ce jour. Voici les titres de ce lundi 13 septembre. L'Élysée, accusé par le journal Le Monde d'avoir violé le secret de ses sources dans l'affaire Woerth-Bettencourt. La présidence dément, mais la gauche dénonce un Sarko-gate. La France, à nouveau sur la défensive aujourd'hui, à l'ONU et à Bruxelles sur la stigmatisation des Roms. Brice Hortefeux signe une nouvelle circulaire sur les expulsions sans nom ethnique. L'interdiction totale de la burqa en passe d'être votée au Sénat où la gauche divisée et encore indécise sur le texte ne s'y opposera pas. Débat dans cette édition. Les sources des journalistes sont protégées par la loi d'ailleurs renforcée en janvier dernier, et pourtant Le Monde accuse ce soir l'Élysée d'avoir mobilisé les services du contre-espionnage pour identifier la source de son journaliste travaillant sur l'affaire Woerth-Bettencourt. L'Élysée dément, le porte-parole de l'UMP dénonce une machination politique, mais la politique s'enflamme. D'aucuns au PS dénonçant un Woerthgate, un Sarko-gate, accuse Eva Joly. Grande effervescence au Monde cet après-midi où s'est rendu Thomas Raguet. L'article qui aurait en tout cas déclenché la volonté de remonter à la source du Monde évoquait les conditions d'embauche de l'épouse du ministre des Affaires sociales. Un conseiller pénal au cabinet de Michel Alliot-Marie a été appelé d'ailleurs à quitter ses fonctions après examen de ses relevés téléphoniques. Dans un instant, le sénateur David Assouline réagira à cette nouvelle affaire, une affaire d'État, dit même aujourd'hui Noël Mamère. Une nouvelle circulaire signée Brice Hortefeux sur les évacuations de camps illicites, quels que soient leurs occupants, dit ce texte officiel. La référence explicite aux Roms disparaît donc après la révélation d'une circulaire du 5 août contraire aux lois interdisant les discriminations. Éric Besson s'est démarqué d'ailleurs aujourd'hui de cette précédente circulaire du ministère de l'Intérieur, affirmant l'ignorer. Sandra Cerquera. Ce devait être une simple conférence de rentrée, mais ce matin, pour Éric Besson, c'était d'abord le temps de la justification. Je n'avais pas connaissance de cette circulaire, pas une façon de me dédouaner. Simplement, elle ne m'était pas destinée, donc je n'en ai pas eu connaissance. J'ai été alerté par vous, par la presse, ce week-end, et donc j'ai vu cette circulaire ce week-end. Cette circulaire dont le ministre nie avoir connaissance est datée du 5 août dernier. Elle est signée du directeur de cabinet de Brice Hortefeux et demande à tous les préfets de s'engager dans le démantèlement de 300 camps illégaux d'ici 3 mois, en priorité ceux des Roms. Pour les associations de défense des droits de l'homme, cela ne fait aucun doute, le principe de non-discrimination ethnique est bafoué. Cette circulaire, à 9 reprises, utilise le terme de Roms, à plusieurs reprises prévoit une évacuation prioritaire et une reconduite à la frontière prioritaire de Roms, sans les identifier comme des citoyens, sans les identifier comme des Roumains ou des Bulgares. Et donc on est bien dans une application ethnique d'une loi républicaine. Seulement quelques heures après la décision des associations de recourir au Conseil d'État, Brice Hortefeux annonce vouloir signer lui-même une nouvelle circulaire pour éviter tout malentendu, sans toutefois demander au préfet d'arrêter l'évacuation de camps illicites. Nouveau reproche en tout cas adressé à la France pour stigmatisation. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme juge la politique française préoccupante. La Commission européenne rappelle qu'aucune catégorie de population ne peut être visée. Bonsoir Emmanuel Kessler. Bonsoir Michel. La France donc montrée du doigt, affirme d'ailleurs qu'elle n'a pas de leçon à recevoir, formule utilisée aujourd'hui encore par Pierre Lelouch, le secrétaire d'État aux Affaires européennes, mais l'Élysée s'inquiète de l'image internationale du chef de l'État. Oui, effectivement, officiellement, Paris rejette toutes les critiques. Officieusement, l'Élysée est conscient que sa politique très offensive commence à causer des dégâts sur le plan international. L'ONU, le Parlement européen et maintenant la Commission qui émettent des critiques, alors que jusqu'à présent, le gouvernement insistait sur le fait que Bruxelles n'avait pas d'objection réelle à la politique française vis-à-vis des Roms. Alors, il y a un problème d'image pour la France, pointé notamment ce matin même par Alain Juppé dans La Croix.
et surtout pour le président de la République lui-même, reflété d'ailleurs très largement dans la presse étrangère. Vous avez vu cette une spectaculaire de l'hebdomadaire The Economist, le président qui est rétréci, ou aussi ce jugement du Financial Times, précisément sur ces questions de politique d'immigration. En 2007, écrit le Financial Times, la position stricte du président sur l'immigration s'accompagnait de la nécessité de favoriser l'intégration. Aujourd'hui, ce n'est que du populisme vulgaire. Fin de citation. Une conjonction de réactions qui est tout de même embarrassante pour Nicolas Sarkozy, alors qu'il a besoin au contraire de renforcer son image internationale. La France va prendre la présidence du G8 et du G20 à la fin de l'année. Et sans même attendre cette échéance, dès cette semaine, la question des Roms pourrait s'inviter au sommet européen qui va avoir lieu à Bruxelles. Alors, comment peut réagir l'Élysée ? En essayant d'arrondir les angles d'abord, mais sans rien céder sur le fond, en évitant de charger davantage la barque, d'où la nouvelle circulaire signée aujourd'hui par Brice Hortefeux. Quant à l'annonce prématurée d'ailleurs, si l'on en croit le Vatican, d'une prochaine rencontre entre Nicolas Sarkozy et le pape Benoît XVI, elle va aussi dans ce sens. Certains à l'UMP estiment qu'il est quand même urgent de recoller les morceaux. Merci Emmanuel. François Baroin entend lever toute ambiguïté après sa lettre aux parlementaires envisageant une hausse des impôts. En 2013, le ministre du Budget a affirmé devant le Sénat que rien de tel n'était prévu, y compris donc après 2012, a-t-il précisé. La priorité pour alléger la dette sociale reste la réduction des niches fiscales et sociales. Tam Tranui. 87 milliards d'euros, c'est le montant de la dette sociale, une dette qui recouvre à la fois le déficit du régime général de la sécurité sociale et celui du Fonds de solidarité vieillesse. Le gouffre est énorme, il s'est encore accru avec la crise. L'enjeu est essentiel, ne pas reporter cette dette sur les générations futures. Ce constat d'urgence est partagé par tous. Pour le ministre du Budget François Baroin, la réponse est claire, une hausse des impôts n'est pas envisageable. Il n'y a ni ambiguïté, ni intention cachée de la part du gouvernement. En aucun cas, le gouvernement n'envisage d'augmenter les impôts, ni aujourd'hui, ni demain. Notre stratégie, c'est la réduction des niches sociales et fiscales, et pas autre chose. Pour apporter des ressources nouvelles, le ministre du Budget compte sur 3 leviers. Il veut agir sur les avantages fiscaux des assurances, taxer les complémentaires santé, avancer les prélèvements sur l'assurance maladie. Malheureusement, toutes ces mesures sont loin d'apporter une solution durable. Si le gouvernement refuse d'évoquer pour l'instant des augmentations d'impôts, elles seraient envisagées pour 2013, après la prochaine élection présidentielle. La Commission européenne plus optimiste pour la croissance en France, table désormais sur 1,3%, pas tout à fait au niveau estimé par le gouvernement, mais Christine Lagarde s'estime confortée par Bruxelles. Par ailleurs, Dominique Strauss-Kahn dit ne pas croire en une nouvelle récession. Le directeur du FMI s'inquiète néanmoins d'une croissance trop faible pour créer des emplois. La suite du 19h, 3 questions à David Assouline, l'affaire Le Monde-L'Élysée. David Assouline, bonsoir. Vous êtes sénateur socialiste de Paris et vous êtes le rapporteur du budget presse d'ailleurs. Le Monde accuse donc l'Élysée, on l'a vu tout à l'heure, c'est sa manchette du jour, d'avoir violé le secret des sources d'un de ses journalistes ayant recueilli des informations sur l'affaire Woerth-Bettencourt. Reportage au quotidien cet après-midi de Thomas Raguet. Une accusation lourde de conséquences. Avant de mettre directement en cause l'Élysée en une du journal, la rédaction du Monde a bien mesuré l'impact de ces révélations. C'est ce que nous ont dit nos sources, qui sont vraiment des sources plus que crédibles. Nous les citons, la DCRI, donc la Direction centrale du renseignement intérieur. Voilà, l'Élysée dément. Très bien, c'est pas une surprise, on s'y attendait. Nous maintenons nos informations. Et en portant plainte, Le Monde espère qu'un juge d'instruction soit saisi de l'affaire afin de faire toute la lumière sur ces écoutes. En toile de fond, cette affaire est aussi une nouvelle étape dans les relations tendues entre l'Élysée et le quotidien de référence, 2 mois après l'épisode de la reprise du journal. Alors David Assouline, l'Élysée donc dément ce soir, vous demandez des précisions ? On demande la vérité et que maintenant le journal Le Monde a déposé une plainte, donc qu'on puisse aller au bout. Et quand l'Élysée affirme n'avoir jamais donné la moindre instruction, est-ce que vous le croyez ?
Non, moi je ne crois plus l'Élysée et je ne crois pas ce gouvernement. Il y a trop de mensonges répétés ou de demi-vérités. Je pense que Le Monde, journal de référence, n'irait pas si loin dans une révélation s'il n'y avait pas des choses sérieuses. Elle ne ferait pas ce genre d'allégations à la légère. Restons au conditionnel pour l'instant, mais en tous les cas, dans un contexte généralisé, d'atteinte à l'indépendance des médias. Et plus précisément, ces dernières semaines, avec l'affaire Woerth-Bettencourt, des mises en cause souvent très violentes des journalistes et des organes de presse, qui pourtant, dans une grande diversité, ont enquêté et révélé des choses. C'est un pas supplémentaire dans une dérive si ça s'avérait vrai. Comment vous qualifiez la situation? On entend Eva Joly qui évoque un Sarko-Gate, Noël Mamère, d'une nouvelle affaire d'État. Vous allez jusque-là? Si c'était avéré, c'est extrêmement grave. Ce sont les moyens de l'État, le contre-espionnage, qui auraient été mis au service, avant même une procédure judiciaire, d'enquête préliminaire, 15 jours avant, révèle Le Monde, au service d'une pression, finalement, sur le travail des journalistes. Les insultes ne suffisaient pas, on va plus loin, c'est de l'intimidation, et dans notre démocratie, c'est quelque chose de grave. Je le dis, la liberté de la presse, que nous avons défendue au Sénat, dans la révision constitutionnelle, et j'ai eu l'honneur de défendre au nom des sénateurs socialistes, un amendement pour mettre dans la Constitution, à l'article 34, l'indépendance, le pluralisme et la liberté de la presse. Cet amendement a été intégré à la Constitution. Et la loi de 2010 sur la protection des sources des journalistes est venue aussi dire des choses plus précises sur le fait qu'on ne peut pas engager... Elle a été repensée donc sous la présidence Sarkozy, cette protection des sources. Oui, mais le problème, c'est qu'ensuite, cette facilité à s'émanciper du droit que le pouvoir, l'UMP, pratique est quelque chose qui devient inquiétant. Il y a des lois et puis on peut un peu se sentir dans une certaine impunité. Regardez l'affaire de la circulaire de M. Hortefeux. Elle contrevient au droit, elle contrevient aux règles, y compris européennes. On fait une circulaire, c'est quelque chose de grave. Et l'on admet que ce n'était pas complètement conforme à pas seulement notre éthique, mais au droit, je le dis bien, et on change la circulaire aujourd'hui. Donc il y a une façon de réagir à l'emporte-pièce, comme si l'on n'était pas regardé. Je le dis, la liberté de la presse, c'est la prunelle des yeux de la République. Il faut lire Victor Hugo. C'était à la base d'un de ses principaux combats qu'il a mené ici même, au Sénat, dans l'hémicycle. La liberté de la presse, on n'y touche pas. Et je le dis, quels que soient les pouvoirs. Tout le monde est d'accord là-dessus, David Assouline, et également sur la protection des sources des journalistes. Mais que diriez-vous d'un haut fonctionnaire qui ferait fuiter vers la presse des rapports d'audition? Parce que c'est, semble-t-il, ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a de sa part violation du secret professionnel? Je ne veux pas me prononcer sur quelque chose que je ne connais pas. Ce que je sais, c'est que la loi dit qu'on ne peut pas engager des enquêtes qui visent à chercher les sources d'un journaliste, dans le cadre de son enquête. Il est rajouté plus loin, et c'est là qu'il y a des interprétations, et le pouvoir peut en abuser, que, à part si ça contrevient à l'intérêt public. Bien, l'intérêt public, on peut en discuter, mais l'intérêt public dans l'affaire Woerth-Bettencourt, c'est uniquement que la vérité éclate et que la justice puisse faire son travail en indépendance et avoir un juge d'instruction. Ce qui n'est pas aujourd'hui ce que prône et défend le gouvernement, qui va encore dire que c'est un complot, que c'est une machination. Ils le disent depuis le début dans cette affaire. Je ne crois pas... Ils le disent ce soir à l'UMP, c'est une machination politique, dit Dominique Payet. Mais d'où vient... Il faut être précis, parce qu'ils n'arrêtent pas de dire des généralités. Quand c'est l'Express qui fait une révélation, quand c'est Le Point, quand c'est Le Monde, quand c'est Libération, quand c'est le JDD, quand c'est Mediapart... Beaucoup de révélations, ce qui montre que la presse est assez libre. Mais quelle est l'unité de ce complot politique? Quelle est l'unité de ce complot politique? Il n'y en a pas. Donc, c'est une façon constamment de faire des pressions et d'être dans la dénégation. Il faut être sérieux maintenant, parce que de toute façon, cette affaire
va suivre son cours et dire qu'il n'y a rien, c'est pas, je pense, la meilleure façon de ne pas se déjuger le lendemain. D'accord. Le PS monte au créneau, au risque de se voir rappeler peut-être le cabinet noir du temps de François Mitterrand, David Assouline. Des journalistes avaient été écoutés. Écoutez, je suis aujourd'hui engagé dans un combat comme sénateur socialiste et nous sommes en 2010, je le dis, quelle que soit la façon dont on a agi avec cette liberté sacrée qu'est la liberté de la presse, je veux dire qu'aujourd'hui, il faut que l'ensemble des démocrates prennent l'engagement, et en tous les cas, moi, c'est le mien dans mon combat, que là, on ne touche pas, c'est la prunelle des yeux de la République. La République deviendrait aveugle si la presse ne pouvait pas exercer librement ce droit à l'information. David Assouline, merci. À suivre le débat du 19h, le port de la burqa en passe d'être interdit. Le Sénat vote demain soir. Vous allez voter ce texte, vous abstenir? Votre position à vous? Mais vous allez voir tout à l'heure. Moi, c'est demain que mon groupe va en discuter de façon... Discipline demain. Non, nous sommes complètement d'accord sur le fond et vous allez voir tout à l'heure, je pense qu'un sénateur va venir s'exprimer. Nous sommes complètement d'accord sur le fond, nous sommes contre la burqa. La position de vote quand une loi vient du gouvernement, c'est une discussion qu'on a collectivement. Alors on en parle dans un instant. Puisque, effectivement, après le vote d'interdiction à l'Assemblée nationale, c'était le 13 juillet, c'est donc au tour du Sénat de se prononcer sur le projet de loi. La gauche ne fera, semble-t-il, pas obstacle, mais divisée, peut-être indécise. On en parle dans un instant avec nos invités. D'abord, le point sur ce texte avec Flora Sauvage. L'interdiction du voile intégral a fait polémique pendant des mois. Mais aujourd'hui, ils ne sont que quelques dizaines à manifester devant le Sénat. Je suis farouchement contre le port du niqab dans le lieu public, mais je suis farouchement pour la liberté dans la rue. Et c'est au nom de la liberté dans la rue que je suis contre ce projet de loi du gouvernement qui n'est pas conforme à la Constitution, et il faut le rappeler. Le texte prévoit une amende de 150 € à laquelle peut s'ajouter ou se substituer un stage de citoyenneté. Il y a le chômage à cacher, il y a la crise à cacher, donc on va sortir le grand voile, le niqab pour essayer de camoufler tout ça, quoi. On cible une population, on la stigmatise et puis voilà. Le texte devrait être adopté demain puisque la gauche a choisi de ne pas s'y opposer. Les sénateurs communistes et verts sont dans une position délicate. Du coup, ils vont de leur majorité refuser de prendre part au vote. On ne peut pas voter contre l'interdiction du voile. Ça voudrait dire qu'en fait, on est indifférent, on trouve ça bien qu'il y ait des gens qui se baladent avec le voile intégral. L'abstention voudrait dire qu'on n'est ni pour ni contre, ce qui n'est pas le cas non plus. On a l'impression que cette loi est un audit de plus pour réprimer et en même temps pour imposer une politique sécuritaire. Et ça, on ne peut pas accepter. Quant aux socialistes divisés sur la question, ils arrêteront leur position demain matin en réunion de groupe avant le vote qui doit avoir lieu demain soir au Sénat. Avec nous donc Jean-Claude Perronnet, sénateur socialiste de la Haute-Vienne. Bonsoir. Bonsoir. Et Jean-Michel Quillardet, président de l'Observatoire de la laïcité. Vous êtes l'ancien grand maître du Grand Orient de France, je le rappelle. Alors cette position du Parti socialiste, monsieur Perronnet, est si difficile que cela à établir? Il faut que vous essayiez de nous comprendre. c'est aussi lié à la burqa parce que on souhaite dialoguer. Non, c'est assez simple. Nous avons, David Assouline le disait en sortant tout à l'heure, nous avons une position qui est fermement opposé au port de la burqa. Nous considérons qu'il y a là une atteinte faite à la dignité féminine qui est absolument indispensable, du machisme de la part des hommes, tout ce que vous voulez, nous sommes d'accord. Vous allez voter. Le principe de liberté, de fraternité, tout ce qu'on veut. Nous sommes d'accord. Bon, le problème c'est que nous disons que en raison de certain nombre de circonstances extérieures pour une part à la France, notamment des positions prises par le Conseil de l'Europe et par la Cour européenne des droits de l'homme, il y a un risque de censure. Et que s'il y a censure, eh bien, on n'aura rien fait, ou pire, on aura facilité les intégristes. Et donc, voilà le débat, si vous voulez. Il n'est pas méprisable du tout. Et vous allez donc demain matin peser le pour, le contre. Vous allez peser le pour et le contre et savoir si on passe outre. Voilà. Jean-Michel Quillardet, qu'avez-vous envie de dire à M. Perronnet, peut-être pour le faire pencher de votre côté, c'est-à-dire l'interdiction?
Moi, personnellement, je pense en effet que cette loi peut poser un certain nombre de problèmes d'application, qui ont d'ailleurs été soulignés par la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Il est vrai qu'elle peut, et le Conseil d'État, il est vrai qu'elle peut poser question au regard de la Convention européenne des droits de l'homme. Néanmoins, moi je considère qu'au fond, cette loi, dans son principe, me semble être en effet, dans le cadre du pacte républicain, une bonne chose, mais finalement elle ne va pas assez loin. Car qu'est-ce que l'on va interdire? On interdit la dissimulation du visage. Moi, je pense qu'on a fait un contresens dans toute cette affaire. C'est-à-dire qu'on a toujours dit que la question de la burqa ne posait pas la question de la laïcité. Bien sûr, si on entend par laïcité séparation des églises et de l'État, religion et spiritualité, on est bien d'accord. Mais le principe de la laïcité républicaine, c'est de considérer que les gens qui vivent en France sont d'abord et avant tout des citoyens. Et qu'est-ce qui se cache derrière le port du voile intégral, niqab ou burqa? C'est un projet intégriste de remise en cause des valeurs que la République défend. Les valeurs des Lumières, la tolérance, la liberté de conscience, une certaine conception de la femme, une certaine conception de la société. Et je pense que là, nous serons tous d'accord pour condamner cette conception. Donc, le Parlement a aujourd'hui un moyen, il l'a fait avec sa résolution. Et la résolution était très bien rédigée, elle était très bien motivée, elle me paraissait un texte fondateur. Alors là, c'est l'étape finale au Sénat. Que dites-vous à la gauche? Moi, je n'ai rien à dire à la gauche ni à la droite. Je réfléchis au nom de l'Observatoire international de la laïcité contre vous attendez l'adoption de ce texte? Je pense que c'est un symbole. D'accord. Après le travail remarquable qui a été fait par la commission Gérin, je pense que ce serait dommage en effet que ce texte ne soit pas adopté et voté par ceux, et je sais que la gauche est une gauche humaniste et républicaine. Alors, Monsieur Perronnet, vous entendez cet appel? Au nom de la laïcité. Je ne suis pas tout seul dans cette affaire. Donc nous discutons, et encore une fois, c'est pas une discussion méprisable et mesquine, hein. C'est vraiment une discussion de fond. Est-ce qu'on prend le risque de permettre aux intégristes de crier « on a gagné » voilà. C'est ça la question. C'est ça notre inquiétude. Alors en tout cas, il y a une autre inquiétude est infondée, dont on doit parler aussi. Ouais. C'est le terrorisme, puisque le patron de l'antiterrorisme français, M. Squarcini, a mis en garde ce week-end contre la hausse de la menace, et il cite, bien sûr, la présence de troupes françaises en Afghanistan, mais également le débat sur le voile intégral qui est mal perçu. Mais défendre ces valeurs, ça n'est pas se coucher devant des menaces de terroristes, ça n'est pas se coucher non plus devant des intégristes qui vont ensuite faire des recours. Je crois que si la Cour européenne des droits de l'homme sanctionne la France concernant ça sera le problème de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais la France aura marqué ce modèle français que beaucoup veulent remettre en cause, quelquefois même au plus haut niveau de l'État, qui est le modèle républicain et laïque, qui en effet est en train d'être déstabilisé. Au niveau de l'État, même Nicolas Sarkozy, pour le coup, avait dit que la burqa n'avait pas droit de citer en France. Là, vous avez applaudi. Monsieur Perronnet, est-ce que vous êtes sensible à l'argumentation de Monsieur Quiardet quand il dit qu'il y a des forces qui avancent derrière la burqa, qui remettent en cause les fondements, les valeurs de notre pays? Encore une fois, nous sommes complètement... Certains disent, et à gauche, on entend ce discours-là, mais non, ça ne concerne que quelques milliers de femmes. Oui, ça ne concerne que quelques milliers de femmes, mais n'y en aurait-il qu'une que c'est intolérable, hein. Je veux dire que c'est pas possible d'enfermer des gens dans une espèce de tour de vêtements qui les isole du monde et qui leur fait nier l'existence de la société. Vous parliez de laïcité. C'est pas au sens religieux du terme, puisque la burqa n'est pas un signe religieux. Mais en revanche, c'est au sens du vivre ensemble que c'est intolérable, hein. On est bien d'accord là-dessus. Donc, sur le fond, encore une fois, nous n'avons pas de divergence. Ce que nous ne voudrions pas, c'est que ça se retourne contre nous et que ça facilite finalement la propagande des intégristes. C'est ça. Hein. La propagande, elle est là. La propagande, elle existe. Elle existe ici en France par le port du voile intégral. Elle existe dans beaucoup d'autres pays. Et je pense que si la France est l'un des premiers pays, c'est pas le premier pays, c'est la Belgique l'a fait. La Belgique l'a fait. La France le fait aussi. Je pense qu'au niveau de tous ceux qui défendent les grands principes républicains, je crois que ça n'est pas une mauvaise chose. Je comprends vos interrogations sur ce qui se passerait ultérieurement, mais je crois qu'il faut que la République affirme ses valeurs. Après, si des juridictions internationales les remettent en cause, je pense que le Parlement et les Républicains auront fait de leur côté leur travail. Alors l'application de la loi, notamment une amende est prévue de 150 €, sera précédée par une période pédagogique, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment est-ce qu'on peut agir si on croise, par exemple, si on croise une femme en burqa, et ça arrive effectivement de plus en plus, un citoyen peut-il agir?
Non, ce n'appartient pas aux citoyens d'agir, il appartient aux services de police et à la justice de faire leur travail. Aussi de la pédagogie. C'est l'aspect, si vous voulez, qui est effectivement qui pose le plus de questions. C'est l'applicabilité de la loi. Bon, je pense en effet d'abord qu'il faut une formation, une prévention dans les écoles, dans les quartiers, pour dire en effet que derrière se cache un projet qui n'est pas le nôtre. Et puis après, il faudra y aller progressivement. Il y aura des interpellations, des verbalisations. Bon, à un moment donné, peut-être qu'il y aura des citations devant les tribunaux de police ou les tribunaux correctionnels, mais naturellement, il ne faut pas transformer cette loi comme une loi qui va permettre aux policiers ou à n'importe quel citoyen d'arracher la burqa des femmes qui la portent. Non, il faut y aller naturellement en respectant le droit, en respectant la défense, évidemment. Monsieur Perronnet. C'est l'évidence. Hein. Je pense qu'il y aurait un grand risque si on faisait les choses brutalement et avec des commentaires inadaptés, que une grande partie des musulmans, même ceux qui sont opposés à la burqa, se replient sur eux-mêmes et le souhait de se replier sur des signes identitaires forts. Et donc, je crois qu'il faudra être très attentif, effectivement, à une application intelligente, souple, pas facile du tout. Pas facile. Vous avez senti quand même que les polémiques étaient retombées sur ce sujet, Oui, enfin, vous voulez les retomber. Aujourd'hui, elles sont beaucoup moins... plus accepté, ça semble beaucoup plus accepté. L'interdiction générale est beaucoup plus acceptée. Parce que vous êtes bien placé pour le savoir, l'actualité court, et donc il y a d'autres sujets. Et puis, demain, il y aura le vote sur la retraite, et donc peut-être que ça ne fera pas la une des journaux après-demain. Mais il n'empêche que c'est très important. Vous avez cité les plus hauts sommets de l'État en émettant des critiques tout à l'heure sur la remise éventuelle de certains aspects de la laïcité. Que dites-vous de Jean-François Copé qui a voulu imposer ce texte et qui s'est battu? Moi, je n'ai pas de commentaire à faire sur M. Copé. Je pense que le texte est un texte qui est insuffisant, à mon avis. Il aurait fallu clairement indiquer l'interdiction du port de la burqa, le port des signes qui manifestent un intégrisme. Mais je me contente de ce qui est indiqué aujourd'hui. Moi, je crois, si vous voulez, que le vrai problème, c'est celui de la stigmatisation de l'islam. On dit souvent qu'il ne faut pas stigmatiser. Je pense que c'est rendre service à l'islam, à cet islam intégré, à cet islam républicain. C'est justement de faire la part entre les musulmans qui peuvent vivre leur foi dans la République française et ceux qui, en quelque sorte, utilisent des femmes et utilisent un costume, utilisent une façon d'être pour des revendications communautaristes, pour des provocations communautaristes qui ne peuvent pas être acceptées dans notre République. Quelles sont vos autres préoccupations à l'Observatoire de la laïcité? La préoccupation essentielle, et on le voit bien avec notamment le débat sur les Roms, qui est un autre débat, c'est que, au fond, tous les problèmes de la société sont de plus en plus ethnicisés, communautarisé. Et ça, c'est le contraire de la République. On est d'abord citoyen avant d'être musulman, avant d'être homme, avant d'être d'origine culturelle. Vous mettez en cause là les pouvoirs publics. Je mets en cause les pouvoirs publics, et pas seulement les pouvoirs publics, mais une certaine conception aujourd'hui un peu anglo-saxonne, c'est-à-dire qui consiste à dire on va résoudre les problèmes en les catégorisant, en s'adressant à des catégories, en s'adressant à des communautés. Et là, c'est le risque, en effet, d'une société communautariste que personnellement je récuse. Les pouvoirs publics sont sûrement en cause par certains côtés, mais on n'a pas le temps d'en parler. Mais il y a aussi l'attitude même des différentes communautés. Je pense aux Juifs qui, dans le 19e, apparemment, se regroupent beaucoup et constituent une sorte de communauté dans un quartier assez large dans lequel il y a des magasins, mais c'est des dû écoles, au fait, etc. justement, vous parliez des pouvoirs publics. Vous parliez des pouvoirs publics, c'est justement le fait que souvent, malheureusement, dans le discours notamment du président de la République, la religion, la conception métaphysique de la société passe avant toute autre conception. On se rappelle ces discours considérant qu'elle était supérieure à tous autres. Et c'est ça qui amène en effet des manifestations religieuses, des manifestations de foi de plus en plus exacerbées. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Et on attend donc demain la position du groupe socialiste au Sénat sur ce texte. Pas de toute façon. Qui ne s'opposera pas, effectivement. Donc, ça sera la même attitude qu'à l'Assemblée nationale. En tous les cas, c'était la question du nouvelobs.com, le partenaire du 19h. Pensez-vous que l'interdiction de la burqa protège les femmes? C'est totalement équilibré, à 48% oui, à 48% non. Donc, le débat mérite de se poursuivre. À suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale État de santé à 22h sur Public Sénat. Le journal avec Sonia Mabrouk. Bonsoir. Quand
quand je n'ai rien à dire, je veux que ça se sache. Ça, c'est un vrai sujet. Si les politiques ont pensé à un moment que c'était bien pour eux de venir dans des émissions comme ça, ils ont dû penser que ça allait les aider. Enfin, j'imagine. Quand on a été quelqu'un qui s'est battu pour le pouvoir toute sa vie, qui a voulu le pouvoir, vouloir rester comme le grand-père avec son chien, franchement, c'est paradoxal. C'est l'image d'un grand-père qu'on met en scène. Il joue gros, Nicolas Sarkozy. Il a déjà divorcé 2 fois, c'est son 3e mariage. Je pense que c'est aussi quand même de la mise en scène, de la vie de famille, de la vie quotidienne, de la vie banale. Je suis jamais fait psychanalyser, mais ça me donne envie. Déshabillons-les démêle le fond de la forme en revenant sur les mots et les images qui ont marqué l'actualité. Mardi à 22h30 sur Public Sénat.